Le dialogue national inclusif tenu du 2 au 30 avril 2024 à Libreville à l'initiative des autorités de la transition et qui a réuni 600 participants s'achève sur une note de satisfaction si l'on en croit ces derniers. Nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. Bien évidemment, les esprits s'entrechoquaient, argument contre argument. Nous avons travaillé véritablement dans une convivialité extrême. Les travaux se sont très bien déroulés, donc sans anicroche. Sur le plan organisationnel, en dehors du début, où nous avons connu un petit flottement, mais une fois cela était passé, nous sommes passés à la phase de croisière et la méthodologie de travail que nous avons utilisée a permis que nous puissions éplucher les 38 000 contributions des Gabonais. Je sors de ce dialogue satisfait de constater que les Gabonais pouvaient aussi se parler. Parce que à l'origine, je n'étais pas très convaincu. Parce que nous avons connu plusieurs dialogues. Nous avons connu la conférence nationale qui a abouti à ce que vous connaissez. Elle n'a jamais été souveraine. Et après, nous avons connu d'autres dialogues, celui de 2017 et l'autre qui a réuni récemment le pouvoir déchu avec ses alliés. Et c'est des dialogues qui n'ont profité à aucun Gabonais. Et soudainement arrive le CETIRI avec son président qui nous propose un nouveau dialogue dit inclusif. Je voudrais d'abord rappeler aux Gabonais que le chef de l'État n'était pas obligé de réunir ce dialogue parce qu'il ne doit rien à personne. Je dis rien à personne. Parce que les militaires ont fait leur coup d'État, ils pouvaient continuer la transition et rendre le pouvoir aux civils quand ils voudront selon l'échéance qui avait été fixée entre le CETIRI et peut-être la communauté internationale. Mais je crois qu'ils ont voulu, ils ont constaté que les Gabonais, pendant longtemps, ne se parlaient plus. Il y avait une fracture entre fils et filles du Gabon et qu'il fallait réunir ces fils et filles du Gabon afin de se projeter. Et c'est ce qu'il vient de faire. Et c'est pour ça que moi je dis merci au président de la République, merci au CETIRI pour l'organisation de ce dialogue inclusif. D'abord remercier d'entrée de jeu le chef de l'État, le président de la transition, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui, dans sa vision du Gabon nouveau, rêvé par nos ancêtres, a bien voulu organiser des travaux, ce qu'on appelle beaucoup de libération, donc le dialogue inclusif, dialogue national inclusif. Et pour réaliser ces rêves, il faut bien des assises, et ça a porté ses fruits. Pendant presque un mois, les experts réunis en commission technique ont débattu des réformes politiques et institutionnelles, des questions qui concernent la population gabonaise. Le Gabon s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Les commissions, reparties en sous-commissions, ont pu livrer leur rapport à temps pour ce qui est de la sous-commission fonction publique. Les experts expliquent. Je crois que l'examen qui nous était demandé était d'examiner toutes les contributions issues des Gabonais. Parce que les Gabonais avaient versé les contributions au gouvernement. Maintenant, le gouvernement a sélectionné ces contributions afin que le dialogue puisse les examiner, les analyser et les adopter. Et c'était cet examen que nous avons eu à faire. Et notre mission était d'examiner la question de recrutement dans la fonction publique. La question de régularisation des situations administratives et financières, le paiement des rappels, la valorisation de la pension retraite, l'arrimage de la pension au nouveau système de rémunération, le paiement des services rendus et bien d'autres questions relatives au dialogue social, notamment le dialogue, la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. À la question de savoir si la fonction publique peut recruter un nombre considérable, les experts répondent. La fonction publique d'aujourd'hui peut recruter 180 000 jeunes. Oui et non.
Oui, parce que nous avons dans cette fonction publique des fonctionnaires fantômes. Nous avons dans cette fonction publique, j'ai envie de dire, des retraitables. Et nous avons dans cette fonction publique des expatriés, un peu plus de 13 000 expatriés dans cette fonction publique et surtout dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé que c'était possible. Non, parce que nous estimons que tous les jeunes qui ont déposé leur dossier n'avaient pas le profil d'être intégrés. Parce que, quels sont les critères pour être fonctionnaire? Pas agent public et fonctionnaire, parce qu'il y a une différence entre agent public et fonctionnaire. Le fonctionnaire répond à des critères qui sont simples. Il faut avoir une qualification qui te permet d'être intégré à la fonction publique. Donc, et tu es considéré comme chômeur. Parce qu'il faut faire aussi une différence entre un chômeur, un sans emploi et un désœuvré. Donc, nous avons pensé que parmi les chômeurs, on pourrait, avec une petite volonté politique, on pourrait recruter un peu plus de 40% des dossiers déposés à la fonction publique. Ça, c'est avéré. Maintenant, nous avons aussi constaté que parmi les dossiers qui ont été déposés à la fonction publique, il y avait des dossiers, effectivement, des jeunes Gabonais, malheureusement sans qualification, qui ont pourtant les diplômes d'enseignement général jusqu'au diplôme universitaire. Et si vous avez, je vous prends un exemple, si vous avez une licence en lettres, vous ne pourriez pas postuler pour devenir médecin. Donc, il vous manque de qualification. Donc, dans cette catégorie, nous avons estimé qu'il fallait les orienter vers les écoles de formation, notamment l'école normale supérieure, parce que nous constatons un déficit qu'il y a en ce qui concerne non seulement l'enseignement technique, mais aussi l'enseignement scientifique. Et donc, l'école normale supérieure, l'ENI, l'INJS, l'INFAS, l'ENAM, l'école des eaux et forêts, et bien d'autres établissements publics, les PCA et l'ENA. Donc, et faire en sorte que nous ne puissions plus, j'ai envie de dire, prolonger les contrats des expatriés. Parce que ces expatriés-là ont signé un contrat de 2 ans renouvelable. Mais nous constatons malheureusement que ça devient des contrats à durée indéterminée. Donc, il faut les suspendre, il ne faut plus renouveler les contrats afin d'intégrer notre jeunesse. Donc, c'est une possibilité. Mais c'est au terme de 2 ans de formation dans ces écoles. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, il faut l'autonomiser. L'autonomiser, c'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui, peut-être avec un niveau 4e, un niveau second, n'ont ni BPC, ni baccalauréat, ni licence, ni master, ni doctorat, ni rien du tout. Mais ce sont les jeunes Gabonais. Il faut les orienter vers des centres de formation professionnelle. Les former afin qu'ils aient une qualification, les autonomiser, les accompagner. Recenser tous ceux qui ont la spécialité, qui ont été formés pour pouvoir les trouver l'emploi, non seulement dans la fonction publique, comme beaucoup de gens espèrent, mais dans le privé aussi on peut employer des gens. Mais en amont, il faut d'abord recenser tous ceux qui ont la spécialité, ceux qui ont été formés. Nous avons les enseignants qui ont été formés, qui ne sont pas employés. Il y a pas mal de gens qui ont la formation adéquate, mais qui ne sont pas employés. Et donc, il va falloir d'abord recenser. Et nous avons trouvé dans notre logiciel 180 000 demandeurs d'emploi et qu'ils sont formés à la santé, à l'enseignement, pas mal dans d'autres spécialités. Donc, il faut d'abord recenser tout cela, toutes ces personnes, et puis les jeter dans le monde de l'emploi, donc dans les entreprises, soit dans la fonction publique ou au privé. Ça, c'est notre cas. Maintenant, ceux qui n'ont pas la spécialité, nous avons opté pour la formation. Et donc, spécialité par spécialité. Il n'y a pas de spécialités qui sont laissées pour compte. Il y a la pâtisserie, il y a la cordonnerie, il y a la tôlerie, il y a la mécanique,
Et tout cela, jusque même au jardinage. On peut bien former ces gars-là pour les jeter dans le monde de l'emploi, mais il faut passer par la formation. Et là-dedans, j'étais d'accord que la formation doit être d'abord au centre. Nous ne pouvons pas laisser la boulangerie entre les mains des étrangers, ce qui est complètement dérisoire. Il faut prendre les Gabonais formés dans la boulangerie, fabriquer du pain, les galettes, les boulettes, et tout cela, ça fait partie de l'allègement du chômage. Le rapport politique a recommandé un régime présidentiel dans la future constitution. La durée de la transition est quant à elle maintenue à 2 ans et 1 an de sursis. Le président du Rassemblement pour le Gabon nous en dit un peu plus. Nous avons réfléchi au régime que les Gabonais souhaitaient voir et ce régime a été adopté. Adopté, c'est le régime présidentiel. Et quand on parle de régime présidentiel, nous arrivons là à une séparation stricte et rigoureuse des pouvoirs. De facto, dans un régime présidentiel, il n'y a plus de Premier ministre. Donc, c'est ce qui va arriver si c'est appliqué tel que dit. Donc, nous avons adopté un régime présidentiel avec toute sa rigueur. Nous avons regardé la Constitution de la République et là aussi, nous avons très merveilleusement travaillé. À l'intérieur, nous avons donc pu mettre les dispositions intangibles, inviolables, pour ne pas dire intouchables, de la Constitution, notamment en termes de régime politique, en termes de conditions d'éligibilité, candidat à la présidentielle, en termes de mode de scrutin, en termes de nombre de tours de scrutin, en termes de la durée de mandat de scrutin, du mandat présidentiel et les autres mandats que nous avons dû harmoniser. Donc, il y a de très bonnes choses qui ont été dites et qui, pour moi, seraient de bon augure pour l'avenir de notre pays. La question de la suspension ou de la dissolution du Parti démocratique gabonais et des partis alliés alimente la toile depuis la fin des travaux du dialogue national inclusif. Les participants à ce dialogue ont bien voulu éclairer la lanterne. En ce qui concerne non seulement le PDG, parce qu'il y a eu 104 contributions qui ont parlé de la dissolution des partis politiques. Dans les 104, les populations ont fait la différence. Ils ont fait une mention spéciale spécifiquement pour le cas du PDG dont vous parlez. Et les contributions étaient de l'ordre de 102 sur les 104. Donc, les populations ont demandé effectivement la dissolution du PDG. Mais vous savez que les partis politiques sont organisés. La dissolution d'un parti politique est une mesure extrême. Et en regardant de très près, nous avons compris que si on arrivait à la dissolution du PDG, nous allons non seulement faire un torse à la loi, à la Constitution, à la loi, à la charte africaine de la démocratie, mais surtout et surtout, ce qui a guidé les commissaires, c'est que si on dissolvait le PDG, les PDGistes et les héros responsables de ce parti politique allaient devenir des anges. Donc on ne pouvait plus les poursuivre. Donc la seule façon de poursuivre ces hauts responsables du PDG était donc de suspendre le parti pour laisser libre cours à la voie judiciaire pour suivre ces responsables. Donc, c'est très important, il faut le comprendre, parce que les populations ne savent pas toujours ce qui est caché derrière. Et nous avons vu beaucoup de PDGistes eux-mêmes demander la dissolution. Ils savaient, parce qu'ils voulaient s'absoudre de toute poursuite judiciaire. Donc, ils ont beaucoup alimenté pour la dissolution. Nous avons été très vigilants et nous comprenons que, in fine, c'est la suspension qui a été actée jusqu'à la fin de la transition et donc jusqu'aux prochaines élections,
avec ceci de particulier, c'est que les hauts responsables de ce parti, dans leur déclinaison organigramme, allais-je dire, tous ces responsables-là sont frappés d'inéligibilité aux prochaines élections. Donc, ils ne participeront pas aux prochaines élections à venir. Il faut aller chercher plus loin. Nous avons débattu, nous avons été certainement mis en minorité à ce sujet parce que les partis alliés, il faut d'abord aller dans la loi qui organise les partis politiques. L'instance supérieure d'un parti politique, c'est le Congrès. Dans ces partis alliés au PDG, donc de la majorité pour l'émergence, et comme on le disait plus tôt, combien de partis ont-ils organisé le Congrès qui a adopté le fait qu'ils doivent entrer dans la majorité? Presque aucun. On a coopté, bien évidemment, les chefs ou les hauts cadres de ces partis, et de facto, on a assimilé qu'ils sont membres de la majorité. Donc, vous voyez là, à partir du moment où les militants de ces différents partis politiques ne se reconnaissent pas dans l'adhésion, et nous en avons vu au soir du 30 août, où certains partis ont même dit, tout en acceptant l'absorption, la fusion-absorption, ils ont dit que ça ne s'était pas passé comme cela est exigé. Donc certains sont allés signer, mais ça n'engage en réalité que ceux qui ont signé et ceux qui ont été aux affaires. Pour ce qui est de la proposition de suspendre les autres partis, plusieurs figures politiques appellent à l'indulgence du président de la transition. Il y a eu une proposition de suspension et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Parce qu'on ne peut pas mettre les autres partis politiques et le PDG au même pied d'égalité en termes de responsabilité dans ce qui est arrivé au Gabon. Et c'est à ce niveau-là que nous interpellons le président de la transition en réalité. Je vous ai dit qu'il y avait 104 qui ont demandé la dissolution, 2 concernaient l'ensemble des autres partis politiques. Dans ces 2, ils avaient émis sous condition. La première condition de dissoudre ces autres partis politiques, c'est les partis qui sont des partis familiaux, des partis claniques, des partis communautaires. Donc, ils ont bien pointé les conditions. Donc, ceux qui sont dans ce registre-là, les populations ont souhaité qu'ils soient dissous. Ceux qui n'ont pas d'élus, les populations ont souhaité qu'ils soient dissous. Et pour le reste, ils ont dit, il faut peut-être prendre une loi référendaire pour arriver, in fine, à la dissolution. Donc, vous voyez que pour les autres, il y a eu une conditionnalité. Et lorsqu'on fait le ratio, sur 104 demandes de dissolution, 2 pour le reste des autres partis politiques, 102 pour le PDG et ses alliés. Ça fait quoi? Ça fait 0,02% pour les autres partis et 99,98% pour le PDG. Vous comprenez bien qu'à partir de cet instant, les populations ont fait un focus sur le PDG. Les autres, en réalité, n'étaient pas concernés. Preuve de courage, comme l'a si bien fait le 30 août, de mettre en application toutes ces résolutions. En ce qui concerne la suppression de partis politiques, en réalité, c'est la suspension d'activité des partis politiques. Donc nous allons attendre, mais nous donnons également, nous les hommes politiques, les mobiles, pourquoi ils suspendent les partis politiques dans leurs activités quotidiennes. Donc voilà, je interpelle le président pour qu'il essaie de regarder là-dessus, pour que cela ne soit pas mal interprété. Vivement que les résolutions issues de ces historiques assises soient prises en compte et traduites dans les faits.